Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à ce troisième webinaire du cycle Innovation 2023. Donc aujourd'hui consacré donc aux nouveaux métiers de la formation et plus particulièrement donc à celui de Learning Success Manager. Donc je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP et je suis accompagnée aujourd'hui de Florence Demaison et d'Oda Barenia de la société Spidernet. Bonjour Florence, bonjour Oda. Bonjour, bonjour Isabelle, bonjour à tous et toutes. Voilà, je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Avant de démarrer, peut-être quelques petites consignes techniques. Au bas de votre écran, donc vous avez un certain nombre de pictos, dont le picto affichage. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous souhaitez avoir un visuel plus important lors de la présentation. Et toujours en bas à droite, vous avez l'onglet questions, donc que vous pouvez utiliser tout au long du webinaire et nous aurons également donc un temps d'échange à la fin de la présentation. Vous avez également un picto sondage que nous utiliserons tout à l'heure, donc je vous indiquerai quand les questions seront en ligne et le moment où vous pourrez y répondre. D'ores et déjà, vous pouvez télécharger la présentation donc en cliquant sur le petit nuage en haut à droite de votre écran. Et à la suite du webinaire, vous recevrez un mail qui comprendra les liens vers le replay du webinaire et un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Avant de commencer également, donc quelques mots sur le C2RP. Pour ceux qui nous connaissent peu ou pas encore, donc le C2RP, c'est le Carrefour Hauts-de-France. Nous sommes un groupement d'intérêt public financé et présidé alternativement par l'État et la région. Là, en ce moment, nous sommes en présidence État. Nous sommes administrés avec les partenaires sociaux et nous sommes membres du CREFOP, dont nous assurons le secrétariat technique et du réseau des Carrefour F. Puisque comme vous le savez peut-être, il y a un Carrefour F par région. Et puis, donc, nous nous regroupons au sein d'une association, donc le RCO, dans laquelle nous développons certaines actions, nous réalisons certains outils qui sont ensuite déployés sur l'ensemble des régions. Au niveau des missions, nous avons 4 grandes missions. Une première mission d'observation, nous mettons à votre disposition un certain nombre d'outils et de données sur la relation emploi-formation et nous apportons aussi dans ce cadre un appui technique aux différentes instances régionales. Nous avons une mission de collecte de l'offre de formation, c'est peut-être par cette mission que vous nous connaissez le mieux, puisque nous collectons toute l'offre de formation, toutes voies confondues, y compris donc l'apprentissage. Et ensuite, nous consolidons les systèmes d'information en faisant remonter tous ces éléments vers les bases nationales et vers les bases des financeurs. Et puis, donc, nous avons 2 missions plutôt d'information et d'accompagnement. L'information, vous la retrouvez sur notre site avec vraiment un traitement de l'actualité sur l'orientation, la formation, donc l'emploi. Je vous invite également à vous abonner à nos newsletters par lesquels vous recevrez toutes ces informations. Et sur l'accompagnement, nous accompagnons vos pratiques professionnelles à la fois par le biais de webinaires comme aujourd'hui, mais vous retrouvez également sur notre site, dans l'onglet professionnalisation, à la fois les replays, mais vous avez également des podcasts, des portraits de projet, des dossiers de fonds thématiques qui sont à votre disposition. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue pour arriver sur notre sujet. D'abord sur le cycle de l'innovation pédagogique, comme je vous le disais en introduction. Donc, nous sommes sur un 3e webinaire du cycle innovation 2023. Sachant qu'en 2021, nous avions abordé un premier cycle sur les usages du numérique et en 2022 sur la digitalisation de la formation. Et là, vous retrouverez tous les replays des différents webinaires des 2 cycles sur notre site. Et là, donc sur l'année 2023,
Notre cycle comporte une série de 7 webinaires sur 2 thèmes. Là, nous sommes aujourd'hui sur le thème les nouveaux métiers de la formation. Le prochain portera sur le formateur 2.0 et également vraiment sur les usages des outils numériques, donc très concrètement. Et donc les 3 prochains seront le 7 novembre sur le storytelling, le 14 novembre sur les podcasts et le 28 novembre sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler du métier de Learning Success Manager et vraiment en première grande définition, en se posant la question qu'est-ce qu'un Learning Success Manager? Au niveau de la présentation, on reviendra sur sa définition, sur les différentes étapes et les échanges. Et je vais tout de suite laisser la parole à Florence et à Oda pour nous donner tous les éléments. Merci Isabelle pour cette introduction. Je t'en prie. Donc, oui. Donc, je commence juste une petite présentation pour moi. Je suis, comme Isabelle elle a dit, je suis Oda Barenia et je suis Head of Customer Success pour l'entreprise Spidernet et je suis avec Florence. Voilà, Florence de Maison. Moi, je suis chef de projet ingénieur conseil également chez Spidernet. Donc, j'accompagne les clients dans l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique. Donc aujourd'hui, on est là, comme vous savez, on est là sur le sujet de Learning Success Manager et du coup, Florence, je te laisse commencer. Ouais. Et en fait, je vais pas vraiment commencer, c'est plutôt vous qui allez commencer, pour être exact. J'aimerais bien, pour qu'on démarre effectivement, commencer déjà vous par votre propre perception. Qu'est-ce qu'un Learning Success Manager? Puisque si vous vous êtes connecté, c'est que c'est quelque chose qui vous interpelle, vous en avez peut-être déjà une représentation, quelle qu'elle soit. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur la partie chat et par quelques mots-clés, poser un petit peu ce que ça vous évoque, ce terme de Learning Success Manager. Voilà, donc on vous laisse quelques minutes, 2 très exactement, comme c'est écrit sur la slide, pour venir un petit peu déjà nous donner, j'allais dire à froid, les éléments. Donc n'hésitez pas parce que ce webinaire, d'une manière aussi, c'est un espace d'échange entre nous, parce que nous, on donne des informations, on vous pose des questions, comme ça, on fait un échange en live aussi. Donc, c'est Denia. Donc, c'est l'aspect pédagogique, encadrement et réussite pour vous. OK. Learning Success Manager. Exactement. Très bien. Est-ce que ça inspire d'autres personnes? Ok, bon, on va partir là-dessus. En tout cas, c'est déjà des termes qui sont assez intéressants, je trouve, et qui, quelque part, résument assez bien. On a dirigé, encadré. Ouais, on retrouve cette notion de donner un cadre, effectivement, qui va être fondamentale. Responsable de la performance de l'entreprise via le développement des compétences. Ok, ça c'est ambitieux. Très bien. Alors effectivement, on va pouvoir un petit peu se baser sur tout ce que vous avez dit. Déjà, si on décortique un petit peu, learning, effectivement, on est sur de la formation, sur de l'apprentissage, de la montée en compétences. Effectivement, il y a la notion de success, donc il y a vraiment aller vers quelque chose, un résultat. Ça, on va pouvoir en débattre, en discuter effectivement pas mal. Et puis, il y a le côté management, encadrement, on l'a vu, cadrage, etc. Donc, on retrouve déjà finalement ces 3 mots-clés qui viennent se résumer dans cet acronyme Learning Success Manager. Et ce qui est intéressant, c'est que le Learning Success Manager, donc c'est un métier qui est assez nouveau et qui vient répondre à plusieurs enjeux actuels que rencontrent les services formation. Et souvent, il va venir renforcer des aspects de la formation qui sont un petit peu, qui peuvent être un peu négligés ou qui peuvent être un petit peu difficiles à appréhender par
que ce soit consciemment ou pas, hein, d'ailleurs. Ça, c'est super important. Mais c'est juste que c'est vrai qu'un cycle de formation, enfin un parcours de formation, un projet de formation est tellement, enfin recouvre tellement d'aspects différents que c'est assez dur de tout maîtriser. Donc ce Learning Success Manager, il est là un petit peu pour venir répondre à toutes ces petites lacunes et donner un tout cohérent dans une logique pédagogique de succès, enfin, de résultats, et effectivement dans un cadre voilà, pour aboutir à ce résultat positif. On a souvent tendance à dire que le Learning Success Manager, en fait, il a plein de casquettes. Et c'est ce que on va s'attarder un petit peu à vous présenter là maintenant. Alors, première casquette, c'est une casquette marketing de la formation. Donc, c'est tout ce qui touche à la communication autour de la formation et son déploiement auprès des apprenants. Ça, c'est un premier aspect. Je vais rentrer maintenant dans une phase où je vais vous donner plein d'acronymes, mais promis, j'en sors 3 et après, il n'y en aura plus de nouveaux. Donc, accrochez-vous un petit peu, mais ça va bien se passer. Donc, après, il y a le CSM, qui est le Customer Success Manager, pour parler avec un bon accent. Donc là, c'est tout ce qui touche à l'accompagnement des clients internes, que ce soit les chefs de projet, les formateurs, les commanditaires, etc., tout au long du projet qu'on va construire, enfin que ces fameux clients internes vont construire, avec un peu une vision ingénierie de formation, pilotage voilà, de ce projet. Le Learning Success Manager, on peut aussi lui attribuer une casquette de LCM. Donc, c'est le Learning Community Manager. Là, on est plutôt sur la partie communauté d'apprenants, faire vivre le dispositif à travers les outils et notamment à travers un système voilà, collaboratif et d'engagement entre pairs voilà, dans la formation. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant. Et la dernière casquette correspond à la casquette d'administrateur LMS. Donc LMS, c'est le Learning Management System. C'est la plateforme la plus fréquemment utilisée pour venir déposer les contenus de formation. Et donc, cette plateforme-là, il faut aussi la faire vivre, s'assurer qu'il y ait un certain usage qui soit fait, que ce ne soit pas le désert voilà, qu'on travaille. Il y a beaucoup de services formation qui commencent en se disant voilà, je vais mettre plein de contenu sur ma plateforme et ils auront tout à disposition. Et puis en fait, ils se rendent compte que derrière, personne ne va dessus ou personne ne sait aller chercher la bonne formation au bon moment. Donc, ça va faire partie aussi des rôles du Learning Success Manager de traiter ce point-là. Je t'en prie. Non, c'est juste pour vous dire qu'en fait, vous voyez, il y a 4 casquettes. Ça ne veut pas dire que vous allez, un LSM, en fait, va remplir toutes les responsabilités parce qu'un marketing, quelqu'un qui a un job marketing, il couvre plein de sujets, un CSM pareil, LCM pareil, et un LSM, LMS. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que quand on va un petit peu vous présenter ce métier, vous allez voir qu'on prend un morceau de chaque et ça intègre le métier de Learning Success Manager. Il faut juste penser que ce n'est pas 4 métiers en un. Oui. Il y a des petits morceaux de chacune de ces casquettes qui entrent dans le métier de Learning Success Manager. Oui. Ce qui est important, c'est de se dire que le Learning Success Manager, il a un rôle de liant, finalement, entre tout ce qui est déjà mis en place dans l'entreprise et s'assurer que finalement tout ça, ce soit juste qu'il y ait un petit peu j'allais dire qu'il y ait un petit peu d'huile qui soit mis sur tout ça pour rendre les choses plus fluides et que tout gagne en efficience tout simplement parce que tout ça aura été coordonné, aura été construit dans un but et ce but-là, c'est le LSM qui a la charge d'aller jusqu'au bout et jusqu'à l'atteinte de ce but. Donc il a un rôle finalement hyper stratégique, le LSM, puisqu'il a une vision 360 de chacun des projets de formation qu'il gère, en tout cas qui lui sont confiés. Et du coup, ça nécessite qu'il ait une vision assez précise des enjeux justement de ces projets, pour qu'il puisse se poser les bonnes questions tout au long du projet
et du coup après accompagner chacun des intervenants, chacun des interlocuteurs, que ce soit le chef de projet ou tous les autres acteurs, voilà, sur la réalisation de chacune de ces étapes. Et pour ça, il y a un certain nombre de questions qui va se poser, qui sont, en fait, alors elles sont pas du tout exhaustives, hein, bien évidemment. Là, on va vous en passer quelques-unes. Le but, c'est simplement de se poser quelques questions. Peut-être une précision aussi par rapport à ces casquettes. Oda l'a bien précisé, on n'est pas sur une agglomération de plein de métiers, mouton à 5 pattes. On est vraiment sur voilà, sur ce liant. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que comment dire, en fonction des entreprises, en fonction de votre contexte, vous pouvez aussi être amené à donner un certain périmètre à un LSM qui ne sera pas toujours stricto sensus le même que chez le voisin. Voilà, il y en a certains qui vont, par exemple, sur l'administration LMS, il y en a qui vont en faire vraiment un rôle complètement à part. Voilà, et ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Donc, faut quand même s'autoriser aujourd'hui à avoir une vision un petit peu flexible de ce métier, d'autant plus que c'est un métier en construction et qui peut être encore amené à évoluer en fonction des contextes. Bref, toujours est-il que si je reviens sur mes fameuses questions que doit se poser un LSM tout au fil de son projet, si j'arrive, pardon, à passer. Hop, voilà. Donc les premières questions qui pourraient correspondre à des questions qu'on se pose un petit peu en amont, on va dire, c'est à qui on s'adresse. Donc là, c'est finalement se poser la question de bien connaître sa cible. Et cette cible, on va l'aider à faire quoi? Donc là, c'est identifier les objectifs de formation. Et en fait, une fois que vous avez défini le cible et aussi vous avez dit, OK, quels sont mes objectifs, à ce moment-là, il faut dire, en fait, par quels moyens, par quelle modalité je vais mettre en place toutes ces formations-là. Donc, c'est la question de comment on le fait. Et après, on va être sur comment on sait que ça a marché, donc toute la notion d'évaluation du projet, et sur comment faire mieux, donc la notion d'amélioration continue. Et donc tout ça, on va pouvoir, toutes ces questions-là, encore une fois qui ne sont pas exhaustives, mais qui donnent un petit peu les jalons et les points clés du questionnement du Learning Success Manager, on va les retrouver, on va pouvoir les reformaliser à travers un certain nombre d'étapes. Voilà, qu'on va détailler un peu plus en détail juste après. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou non? Nous, on a un œil quand même sur la partie questions. Si vous mettez une question et on va répondre au fur et à mesure, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, tout de suite les mettre et on reviendra là-dessus pour la suite. Eh ben, merci Nicolas pour le retour. Super. Donc, maintenant, les étapes. Donc, voilà, vous voyez le parcours qu'on va suivre ensemble en suivant chaque étape indépendamment. Et puis, je laisse Florence continuer. Je prends la main. Donc, au niveau des utilisateurs, ça rejoint cette question qu'on s'est posée juste avant sur à qui on s'adresse. Et donc, ça nécessite de connaître son public cible. Ça sous-entend... quand on dit connaître son public cible, alors il y a le travail assez classique de se dire, voilà, c'est qui? Est-ce qu'on est sur des techniciens, des managers, des cadres dirigeants, etc. De se dire un petit peu, voilà, quel est leur niveau d'appétence par rapport à la formation, etc. Souvent, le LSM, enfin, ce qu'on incite à faire en tout cas, c'est d'aller un petit cran plus loin et de prendre le temps de construire un persona. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais c'est quand même hyper intéressant à construire. Il faut aller faire un petit peu de recherche, presque, j'allais dire, sociodémographique, mais ça a le mérite voilà, d'avoir une pleine conscience, on va dire, de son public cible et de pouvoir vraiment se mettre à la place d'eux dans toute la réflexion qu'on va pouvoir avoir dans tout le projet. Donc, un persona, qu'est-ce que c'est? C'est une personne fictive dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques qui représente un groupe cible. Le but, c'est de pouvoir
de pouvoir effectivement identifier un peu un personnage type qui vient illustrer, dans lequel on peut s'incarner et qui vient illustrer le public, le groupe cible effectivement dont on parle. Ce que je vous propose pour éclairer un petit peu mes propos, c'est de vous partager un exemple qui est aujourd'hui en lorem ipsum. Ça n'avait pas vocation, le but c'est pas que vous vous attachiez au texte, mais que vous voyez un petit peu quelle forme ça peut prendre. Donc là, par exemple, on se retrouve sur un persona qui est censé illustrer un formateur-concepteur aujourd'hui d'une entreprise. Peu importe là, puisqu'on n'est pas rentré dans le détail, mais disons que c'est pour une grande entreprise, une entreprise d'un grand groupe, par exemple. On va se dire que c'est une personne qui va avoir un certain âge, une certaine classe sociale, etc. Et donc, en fonction de ça, on va lui donner un nom qui correspond. Donc, par exemple, si c'est un jeune, il s'appellera plutôt Noé ou Kylian. Voilà. Si c'est une personne plus âgée, il s'appellera peut-être plutôt Stéphane. Bref. Donc, c'est là où je vous dis qu'on va vraiment aller chercher les informations par rapport aux données sociodémographiques qu'on peut avoir, que ce soit de l'INSEE ou ailleurs. Et puis, on va aller lui donner des attributions, des missions, par exemple. Voilà, c'est quoi sa fiche de poste, finalement. C'est quoi ses objectifs dans la vie professionnelle. C'est quoi, lui, ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer un petit peu au quotidien. C'est quoi c'est quoi ses freins, etc. Là, c'est quelques exemples, mais on peut en mettre plein d'autres. C'est quoi ses motivations, quel est son niveau d'acculturation digitale, etc., etc. Voilà. C'était juste un petit exemple pour que vous puissiez un petit peu mieux représenter cette notion de persona. Tu partais, ouais. Ouais, j'arrête ça. Hop. Donc, juste pour compléter ce que Florence disait, du coup, comme vous voyez, on a la notion de persona. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que là, parmi les quatre casquettes qu'on vous a montrées, là, on couvre la casquette de marketing. Parce que c'est les gens de marketing qui définissent le persona et qui essayent de créer justement une personne fictive et se mettre à la place de leur public pour dire, OK, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses points forts et comment nous, on peut diriger, par exemple, notre formation pour que ça soit vraiment adapté à ce type de public, à ce type de personne. Voilà. Exactement, merci pour la précision. Si ça va toujours pour vous, je vous propose de continuer avec la... Alors, il y a une question de Donia. Est-ce qu'un LSM est un prestataire externe ou est-ce un poste interne salarié? Très bonne question. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bonne réponse. Les deux sont possibles. Exactement. Tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Non, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. En fait, c'est d'une organisation à l'autre, ça peut être différent. Donc, ça dépend de la stratégie de l'entreprise, comme Florence vient de le dire. Donc, c'est pas forcément un poste, une prestation externe. Ça peut être aussi un poste fixe au sein d'une entreprise qui est quelqu'un qui s'occupe justement de tous ces sujets. En fait, les deux peuvent avoir des intérêts quand en interne, ça prouve un petit peu la valeur de ce métier-là et comme on se disait, il y a quand même l'objectif d'atteindre un but, de maîtriser les enjeux du parcours de formation, de ce qu'on met en place et d'être sur quelque chose de très qualitatif. Donc, mettre le LSM au cœur et l'avoir en interne, c'est quand même un marqueur fort, il me semble, en termes de dynamisme du service proposé. Pour autant, le passer par de la prestation peut aussi avoir un intérêt, c'est que justement, comme c'est cette personne a un peu une vision 360 qui va être en relais, en soutien, en appui et en accompagnement de tous les acteurs, d'avoir cette vision un petit peu externe peut faciliter aussi les choses. Puisque du coup, la relation est un petit peu différente et ça peut fluidifier. En tout cas, il peut être source d'ouverture de chakra, ou en tout cas de penser un petit peu plus, un peu plus largement et de donner des ouvertures que plus facilement. En tout cas, il peut s'autoriser un peu plus facilement cette posture-là. Voilà. Très bien.
Avec plaisir, Dunia. Ouais. Alors, donc, on continue cette fois-ci. On a vu le persona et l'utilisateur, comment on définit un utilisateur en créant un persona. Maintenant, on parle des objectifs. Dans notre deuxième étape, en fait, il faut qu'on définisse des objectifs. Et on essaye de répondre à cette question-là. En fait, on va l'aider à faire quoi? Donc, c'est là où on va définir les objectifs. Et pour définir les objectifs, on a besoin de mettre en place un success plan. Success plan, c'est un document que les Customer Success Managers, ils utilisent en fait dans leur métier. Et c'est là où, du coup, on prend la casquette de Customer Success Manager et c'est là qu'on Learning Success Manager, il prend la casquette de Customer Success Manager. Donc, on va définir les objectifs, on va créer le Success Plan et pour ça, par contre, avant que je continue, il y a un sondage qui va être publié. C'est une question. À votre avis, quels sont les composants essentiels d'un Success Plan? Vous avez déjà des propositions. Donc, je veux savoir, qu'est-ce que vous en déduisez quand vous entendez le mot Success Plan? À votre avis, quels sont ces composants qui vont être inclus dans un Success Plan? Donc, le sondage est publié, donc vous pouvez donc aller répondre donc en cliquant sur l'onglet sondage et puis donc en choisissant le ou la proposition qui. Oui, même je dirais même plusieurs même. Propositions. Il y en a même plusieurs. Là où les propositions. Très bien. Bon, nous on voit en live les pourcentages qui changent, donc très bien. On attend encore un petit peu pour voir les votes sont. N'hésitez pas à y répondre. Oui, c'est très touche. Ouais, c'est vrai, c'est très proche en fait les votes. Donc sur l'onglet sondage, donc en bas à droite, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu. N'hésitez pas à y répondre. En fait, l'objectif, c'est que vous trouveriez la réponse, en fait, en répondant à ce sondage. Et derrière, je vais commenter pour dire, en fait, c'est quoi qui est vraiment pour Success Plan et c'est quoi l'autre qui n'est pas pour le Success Plan et pourquoi et on va faire quoi avec. Donc, il n'y a pas vraiment des fausses réponses. Donc, n'hésitez pas à répondre à la question, pardon. Ok, donc je pense que là, on peut venir sur la partie pour vous donner la réponse. Donc, pardon, c'est moi qui dois changer la slide. Oui, c'est ça, s'il te plaît. Donc, comme vous voyez, en fait, les réponses qui sont vraiment adaptées au Success Plan, c'est la partie les prochaines étapes, les parties prenantes, la définition, qui sont nos parties prenantes, c'est quoi nos KPI? On va en parler. KPI, c'est pour Key Performance Indicator, mais si je dis en français, c'est les indicateurs de performance. Donc, et puis les risques. Il faut identifier les risques en amont pour pouvoir derrière mettre des plans d'action. Donc, vous voyez, parmi les listes qu'on a mis ici, les choix qu'on a mis ici, il y en a 4 qui sont les, disons, bonnes réponses. Périmètre, pourquoi ça fait pas partie de Success Plan? Parce que la partie des périmètres, c'est quelque chose que dans le cadrage du projet, on en parle, on peut très bien l'avoir, mais ça joue comme un rappel. C'est pas des éléments qu'on ajoute derrière. La partie budget, pareil, pour un budget de formation, c'est quelque chose qui doit être défini en amont, avant qu'on arrive à ce stade pour définir le Success Plan, parce que quand on commence à créer notre Success Plan, ça veut dire que le budget était déjà défini, le périmètre a été déjà défini. Maintenant, globalement, on sait où on veut aller. Maintenant, il faut vraiment entrer en détail pour planifier les prochaines étapes. Oui, peut-être juste pour préciser, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé au démarrage, mais on considère que dans le process qu'on vous a présenté, je vais juste revenir en arrière 2 secondes, les étapes là qu'on voit là, c'est à partir du moment où, je dirais le point 0 qui ne figure pas ici, c'est le cahier des charges. Donc ce cahier des charges avec ce périmètre, avec le budget, avec la ligne directrice où on veut aller, c'est quoi les enjeux? Ils ont déjà été définis ici avant qu'on se pose la question de repréciser les utilisateurs,
de revenir vraiment préciser les utilisateurs, les objectifs. De créer la et formation. d'être sur cette partie ingénierie vraiment pure et dure de la formation. Très bien. Merci Florence. Donc là, c'est le feedback, le retour à vos choix en fait. Maintenant, sur les slides suivants, on va parler de préparation du Success Plan. Comme vous voyez, vous avez bien choisi parce que je vois sur la partie des votes que vous avez bien parlé de prochaines étapes, les risques, les parties prenantes et les KPI. Donc, quand même, ça a été choisi et vous avez considéré qu'il faut le mettre dans le Success Plan. Maintenant, comment ça se passe, c'est que je vous ai un petit peu expliqué la démarche, c'est que pour créer un Success Plan, vous avez besoin de ces éléments-là. Ça veut dire que vous définissez le pourquoi. Quel est l'objectif en fait? Pourquoi on fait cette formation ou ce parcours? C'est quoi les avantages pour mes parties prenantes, pour mes apprenants? Et c'est quoi les prochaines étapes? Donc, ce qui est très important, en fait, ça nous relève ce point que la planification, ça joue vraiment un rôle important pour le Learning Success Manager en disant que moi, j'ai un cadre, je dois planifier mes étapes en disant que chaque étape, c'est quoi? Et à l'intérieur de chaque étape, quelles sont les actions que je vais mener? Et encore, les deux derniers points que vous voyez sur l'écran, c'est les critères de réussite et les mesures de succès. En fait, en consultant soit la responsable de formation, soit en tout cas votre partie prenante, ça peut être différents rôles en fait dans votre structure, mais en consultant la personne ou votre commanditaire en fait qui vous fait cette commande par rapport à ce parcours-là, vous devez, je dis vous, mais le Learning Success Manager en fait, il va définir les critères de réussite. Et ces critères de réussite, plus tard, on verra dans le parcours, ça va servir au fait de mesurer si on a bien réussi ce projet ou non. Donc, c'est vraiment important de passer par ces 5 points clés. Donc, objectif, définir les objectifs, dire c'est quoi les avantages et s'appuyer sur ces avantages pour attirer votre public derrière. Et puis après, définir les prochaines étapes, définir les critères de succès et en se basant sur les critères de succès, mesurer le succès et la réussite de ce projet. Donc, ah oui, pardon, moi j'ai pas... Donc, pour la suite, c'est qu'une fois que vous avez défini les objectifs, en fait, vous arrivez dans la phase onboarding. La partie objectif, c'était surtout tout ce qui était pour le Customer Success Manager, c'était la casquette qu'on avait attribuée en tant que CSM. Maintenant, la partie onboarding, c'est surtout la partie de Community Learning Management. Donc, on trouve un petit peu onboarding sur CSM et Community Success Manager, Community Learning Manager. Donc, comment ça marche en fait cette partie-là? C'est que alors, je vais juste vous poser une question avant de vous donner la réponse. Sur la partie comment on le fait. Est-ce que vous pouvez dans le chat donner votre avis sur le fait qu'à votre avis, c'est quoi le but d'un onboarding de formation? Imaginez, vous préparez une formation et vous dites oui, en fait, c'est nécessaire qu'on fasse une étape d'onboarding des personnes qui vont suivre cette formation. Dans quel but vous allez le mettre en place? Réussir à engager, très bien. Mobiliser les utilisateurs, exactement, oui, très bien. L'engagement des apprenants, exactement, Corinne. Ouais. Comme vous voyez, fédérer, oui, vous avez raison, Nicolas. En fait, vous avez tous les réponses que vous avez mis dans la partie chat ou questions. En fait, vous répondez d'une manière ou autre correctement à cette question-là. Effectivement, on veut favoriser l'adhésion de l'apprenant à sa communauté de formation, en fait.
on met en place des formations. Donc, l'objectif, c'est de favoriser cette adhésion, créer de l'engagement pour, je dis l'utilisateur, mais en fait, c'est les apprenants. Et aussi, du coup, réussir à les engager, les mobiliser, comme Dunia l'a bien dit. Donc, pour qu'il y aurait en fait cette interactivité entre les utilisateurs dans la communauté avec le Community Learning Manager. Donc, en fait, c'est en gros, on veut faire vivre la communauté, les engager, adhérer à ce parcours de formation. Et en même temps, ça valorise aussi ce que l'apprenant va apprendre. Et imaginons si c'est un métier, par exemple, une formation sur un métier, ça valorise son apprentissage et aussi ce professionnel sur, on apprend davantage, donc ça valorise aussi ce point-là. Alors, mais comment ça se passe? Merci Florence. Donc, comment ça se passe pour la partie onboarding? Vous voyez, en gros, on a défini 3 étapes. Ces 3 étapes, c'est dès l'inscription et l'invitation des participants, des apprenants à la communauté. Donc, on envoie un mail pour souhaiter bienvenue à la communauté. C'est la première action de Learning Success Manager qui fait qu'en fait, on invite dans ce premier mail, on invite les apprenants à se connecter régulièrement, à suivre leur formation, à participer à la communauté. Donc, ça, c'est un mail qui s'est envoyé au début. Après, on envoie des mails régulièrement, mais petit à petit, pour accompagner ces utilisateurs pendant ce parcours. Ce qui est important, c'est juste garder en tête qu'en fait, ces mails qu'on envoie au fur et à mesure, ce sont des mails d'information. Donc, on met en avant la formation qu'on veut mettre à disposition de la personne ou qui a été déjà mise à la disposition de la personne. Et puis, derrière, on ajoute des informations par rapport à cette formation-là. Donc, on envoie ces mails-là, un dernier mail qui va servir pour dire qu'en fait, la date de fin de cette formation, c'est telle date-là. Et là, maintenant, on entre dans une étape qu'en fait, on va dire, OK, on va valider la bonne intégration de la personne. On va le faire comment? En vérifiant si la personne s'est bien connectée, si la personne a terminé sa formation, c'était quoi son score de réussite pour cette formation-là? Et puis, derrière aussi, savoir est-ce que cette personne qui s'est connectée à la formation et qui l'a terminée, est-ce qu'il est satisfait de ce qu'il a fait? Donc, ça veut dire qu'on envoie des sondages à la fin pour déjà évaluer est-ce qu'ils sont satisfaits de ce parcours dans sa globalité, premier sondage. Et deuxième sondage pour savoir est-ce qu'il y avait des points d'amélioration pour, par exemple, ce module particulièrement que l'utilisateur, il a identifié, il a envie de partager avec nous, donc on pourra améliorer par la suite. Donc, en fait, dernière partie, ça sera vraiment envoyer le mail de satisfaction pour ce qui est passé dans la communauté et la formation, dans la communauté, et le deuxième sondage pour la satisfaction de la formation. Alors, Rhoda, on a une question de Corinne qui demande effectivement si cela implique de créer des communautés d'apprenants et dans ce cas-là, comment faire? Est-ce que tu prends la réponse ou tu veux que je m'en occupe? Alors, je peux prendre une partie après si tu veux. Alors, oui, ça demande effectivement d'avoir... Alors, ça dépend des organisations. Certaines organisations, ils ont déjà la communauté d'apprenants. Certaines plateformes LMS, même, ils permettent d'avoir cette communauté. Donc, la mise en place, normalement, soit c'est déjà fait, soit, oui, ça sera à créer. Et puis après... Oui, après, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est vrai que ce terme de communauté, aujourd'hui, on voit tout de suite une notion de réseaux sociaux, de mise en place de pas mal de choses un peu lourdes à gérer, etc. Revenons un petit peu au basique. Une communauté, effectivement, c'est déjà avoir connaissance que comment ça va se... Enfin, qui est le formateur, avoir les noms peut-être des autres participants, leur métier, etc. Et ça peut passer à travers tout simplement ces fameuses communications mail dont parlait Oda. On n'est pas forcément obligé d'aller sur un truc extrêmement complexe pour créer ce
juste cette petite émulation de démarrage. Alors oui, bien évidemment, si on peut aller sur des choses qui créent vraiment de la discussion instantanée ou en tout cas qui permettent de l'échange entre pairs, etc., on est sur un niveau qui est assez intéressant et qui peut amener plein de bénéfices, mais pour autant, on n'a pas forcément besoin de ça pour créer une communauté. L'autre chose aussi à avoir en tête, et j'ai oublié ce que je voulais vous dire, donc je te laisse la main à Audacie. Pardon. Non, mais c'est très bien. Alors, j'allais juste revenir sur un point que Florence elle a dit, c'est qu'effectivement, il y en a certaines structures, ils n'ont pas aujourd'hui la communauté. Donc, on peut très bien démarrer avec un niveau de base, envoi de mailing, créer cet engagement par le mail, savoir comment rédiger le mail pour justement accrocher les utilisateurs, même si c'est juste un mail, ça peut être un newsletter, ça peut être vraiment ce genre de notion pour accrocher les utilisateurs, les apprenants. Ça serait, j'ai envie de dire, peut-être le niveau de base, parce qu'on démarre. Après, derrière, effectivement, le fait d'avoir une communauté dans le sens que j'aurais une salle virtuelle dédiée à telle formation et que les personnes, quand ils veulent, ils peuvent venir se connecter sur cette salle, voir les commentaires des autres, poser des questions, avoir des réponses des autres pairs qui sont déjà connectés, qui viennent échanger avec eux. Donc, ça crée forcément ce dynamisme et ça vraiment, ça crée ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ça crée l'adhésion, plus d'engagement et l'adoption, en fait, de formation au final, parce que cet échange, là, on est à distance, mais cet échange, ça devient, si on a été derrière l'ordi, vous posez des questions, moi, je réponds en live, vous sentez vraiment qu'il y a un humain derrière, qu'on est vraiment en train d'échanger ensemble. Donc, forcément, l'adhésion, ça va augmenter énormément. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu. Oui. Si ça vous va, on va laisser de côté les quelques questions là pour l'instant. On prendra le temps d'y répondre juste après. Oui. Voilà, passons au point suivant. Donc, le point suivant, c'est, on a parlé du coup des étapes précédentes. Maintenant, on arrive à la partie formation et on dit comment on le fait. Formation, ça veut dire quoi en fait? C'est quand on parle de la formation, c'est qu'il y a différentes étapes. D'accord? C'est pas seulement une formation en tant qu'une formation a été créée, maintenant les gens ils doivent aller regarder leur formation et c'est fini. C'est qu'un Learning Success Manager, il a des rôles par rapport à cette formation. Donc, c'est pas seulement la création de formation, c'est qu'en fait, il y a des étapes avant, au début, pendant et après. Et comme vous voyez, nous, on a fait cette colonne synchrone. J'ai oublié le mot. Dans le temps, en fait. Donc, voilà, chronologique, voilà. J'allais dire synchrone, mais non, c'est pas synchrone, c'est chrono. Donc, c'est cette colonne dans l'ordre chronologique. Donc, vous voyez, en avance, c'est quoi? C'est promouvoir la formation à venir dans la communauté. Donc, on va annoncer qu'il y a une nouvelle formation qui va arriver. Ça, c'est avant qu'on lance vraiment la formation. Au démarrage, comment ça marche? En fait, on inscrit les apprenants. Et puis, donc, on envoie des mails promotionnels pour dire, c'est très bien, vous êtes inscrits, regardez ce que ça va vous apporter cette formation. Pendant la formation, on vérifie si les personnes ils se sont bien connectées, c'est quoi le taux de connexion ou le taux de complétion de la formation. Donc, s'il y a des gens qui sont inscrits, mais ils sont pas encore connectés, donc on fait une relance pour dire comme en fait, attention, vous n'avez pas encore terminé. Donc, on va créer un lien avec nos utilisateurs. Et puis, une fois que la formation est terminée, du coup, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que à la fin du parcours, on envoie un sondage au Learning Success Manager, en fait, va envoyer un sondage pour dire c'est quoi le niveau de satisfaction par rapport à cette formation. Un deuxième sondage qui est ça entre plus dans la finition en disant que ce cours particulièrement, comment ça a été. Donc, ça nous permet de déterminer les pain points, c'est-à-dire les points de douleur, je dis les points de douleur, mais les points d'amélioration, en fait, qu'on identifie, qu'on va améliorer plus tard. Donc, ça, c'est la partie de sondage que je vous ai déjà expliqué. Et puis après, on va traiter ces données-là. Ça veut dire quoi? En fonction du résultat qu'on va avoir via ce sondage-là, on peut avoir un dashboard avec les moyens qu'on a.
on crée un dashboard et on va dire, OK, les résultats que j'ai eus, ça me montre quoi? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y avait un bon taux de complétion de cette formation? C'était quoi le taux de réussite pour cette formation? Et avec tous ces résultats qu'on récolte, on va les remonter aux personnes concernées. Ces personnes concernées, ça peut être un chef de projet, un commanditaire qui a dit, en fait, je veux faire cette formation. Donc, on remonte toutes ces informations à la personne concernée. Et ce qui crée ces informations, ça peut être quoi? Par exemple, le taux d'adoption, l'engagement de l'apprenant par rapport à sa formation. Après, on va entrer un petit peu plus en détail, et ça, c'est la casquette de administrateur LMS. C'est quoi? C'est qu'on va chercher vraiment en détail en disant, OK, combien de temps s'est passé en moyenne pour faire cette formation? L'apprenant, combien de temps il a passé pour faire la formation? Combien de pourcentage de nos apprenants, ils ont réussi? C'était quoi le score moyen? C'était quoi le taux de complétion, participation, connexion à cette formation? Donc, en fait, comme vous voyez, on fait un schéma global, on entre un peu plus en détail pour donner l'information aux personnes, aux commanditaires. Et puis après, on va vraiment dans la finition pour remonter ces informations et faire une communication derrière là-dessus en disant que, regardez, on est arrivé à mesurer le health score de notre apprenant. C'est quoi? En fait, c'était quoi le taux de réussite pour cette formation? C'était quoi le taux de participation et la connexion? Dans sa globalité, on voit qu'il y a beaucoup d'informations et des informations qui sont utiles pour nous derrière pour faire un suivi par la suite. Donc, et c'est là où effectivement ça rejoint le point d'après qui est ce fameux suivi. Donc comment on sait que ça a marché? Effectivement, on va s'appuyer sur toutes ces datas que va nous fournir, qui va récupérer avec sa casquette de administrateur LMS. Et tout ça, il va effectivement pouvoir le travailler et identifier quels vont être, qu'est-ce qu'on en retire finalement de ça? Est-ce que les enjeux qu'on a identifiés ont pu être traités? Est-ce qu'on a atteint les objectifs de la formation, etc., etc. Et donc là, c'est comment on donne du sens finalement aux data qu'on a récoltées. Donc là, c'est plus la casquette décidément, je n'y arrive pas celui-là, de Customer Success Manager qui va venir effectivement communiquer et donner du sens aux data. Je passe assez rapidement et on arrive du coup à la dernière étape qui est je suis passée très très rapidement pour le coup. La dernière étape qui est pardon, excusez-moi. Et effectivement, on en a parlé. Effectivement, il y a de récupérer de la data, donc on a tout ce qui est sur le Learning Management System, mais il y a aussi ces fameux sondages dont parlait Oda, donc qui sont quand même un point assez finalement clé pour nous, même si ça reste qu'un outil, mais c'est quelque chose. Tant qu'on les exploite pas, ils servent pas à grand chose, mais en tout cas, ils sont quand même clés s'ils sont bien construits. Et donc, on voulait juste vous poser la question si vous aviez connaissance d'outils de sondage, et notamment là, on vous en a mis 6 exemples. Alors, il y a des petites, il y en a il y en a 1, 2, 3, je vais pas y arriver. Il y a des outils qui ne sont pas des outils de sondage dans ces 6. Est-ce que vous saurez le repérer? Ou plutôt, si je pose la bonne question, c'est saurez-vous repérer dans cette liste les outils de sondage? Donc là, je vous propose d'aller dans l'onglet sondage et de cocher ceux qui vous semblent être effectivement des outils de sondage. Donc, on a déjà 3 votes. Très bien. OK. On va assez vite clôturer parce que normalement, vous savez ou vous savez pas. Vous êtes bien sur la bonne direction, en fait, avec les pourcentages qu'on voit. Oui. Vous êtes sur la bonne direction. OK. Je vous propose d'arrêter et de vous donner tout de suite la réponse. Donc, effectivement, vous aviez quand même les essentiels, les plus connus, Google Forms, Dragon Survey, SurveyMonkey, qui sont les 3 que vous avez le plus cités. Donc,
Bravo. Alors, j'ai été un petit peu méchante, j'avoue. J'ai voulu mettre Moodle. Et en fait, Moodle, c'est un petit peu... Pourquoi? J'aime bien attraper les gens. En fait, Moodle, c'est une LMS. C'est pas un outil de sondage. Par contre, c'est vrai que dans Moodle, il y a des outils de conception et des outils de sondage. Mais c'est pas la finalité première de Moodle. De faire du sondage. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais bien vous le repréciser. On est bien sur une plateforme d'hébergement de contenu, de mise à disposition de contenu pédagogique, etc., dont éventuellement les sondages peuvent être des ressources, comme plein d'autres ressources. Voilà. Et Classroom Screen, c'est un petit outil plus lié à l'animation que je vous invite, qui paye pas de mine, mais qui a plein de petits outils un peu sympas. Donc s'il y a des formateurs parmi nous, je vous invite à aller regarder. C'est gratuit et c'est très sympa. Voilà, j'ai pas du tout de... Je fais pas de promotion, hein, c'était juste en passant. On vous a relisté ici les outils de sondage les plus récurrents, on va dire, avec les versions gratuites, les versions payantes. Donc, il y en a qui sont en freemium, hein, qu'on peut trouver comme SurveyMonkey par exemple, qu'on peut avoir en version gratuite, mais si on peut passer en version payante pour avoir des fonctionnalités complémentaires, mais qui fonctionnent déjà très bien en version gratuite. Voilà. On vous les remet pour info, j'irai pas plus dans le détail à ce stade, parce que je vois l'heure qui passe aussi. Ouais. Et je vous propose d'aller sur la dernière étape, qui est l'étape d'amélioration. Donc, c'est comme, voilà, une fois qu'on a ces datas, qu'on a analysé, voilà, qu'on a donné un petit peu de sens à toutes ces datas, comment on s'assure, comment le Learning Success Manager s'assure que tout ça se soit réutilisé pour que ça ne retombe pas dans le néant et qu'on ne refasse pas éventuellement les mêmes erreurs, ou en tout cas qu'on puisse capitaliser sur les bonnes pratiques pour les fois suivantes, puisque c'est vraiment son rôle d'être sur du succès en permanence. Exactement. Je te laisse du coup la main, Oda. Merci. Donc, pour parler de la partie amélioration, donc ce qui nous amène à ce point-là, comment on peut améliorer notre performance. Donc, on en a parlé au moment de Success Plan, quand on disait, en fait, il faut qu'on définisse les KPI, Key Performance Indicator, ou les indicateurs de performance. Donc, il faut juste garder en tête qu'en fait, ces indicateurs de performance, en fonction de, en fait, comment c'est structuré l'organisation, ça peut être le taux de connexion, le taux de participation. Ce sont de tout ce que j'ai déjà vous ai cité, en fait, quand il y avait le parcours de formation avec avant, au début, pendant et après. Je vous ai donné au fur et à mesure aussi ces KPI. Donc, je vous ai mis un nuage pour que vous ayez en gros les plus importants, mais le taux de participation, le taux d'engagement, de réussite, et puis le temps passé et le health score des apprenants. Donc ça, c'est des points qui sont importants à suivre et voir s'il y a des moments où ça descend, c'est creux, donc ça veut dire qu'il faut changer la stratégie, il faut faire autrement pour qu'on puisse attirer les apprenants davantage vers nous et qu'en fait, on augmente ce taux-là. Donc, par contre, le point qui est vraiment essentiel, ça, c'est les KPI. Le point qui est vraiment essentiel, c'est qu'il faut savoir d'un cycle à l'autre, il faut vérifier les KPI. Il ne faut pas penser que c'est bon, une fois on a mis en place, en fait, c'est bon, on a fait le job. En fait, justement, la valeur qu'on va apporter, c'est qu'on vérifie, on voit dans quel état ils sont nos KPI, et puis après, en fonction des résultats qu'on a, on améliore, on améliore notre résultat, on les évalue, et ainsi de suite. En fait, d'un cycle à l'autre, on répète le même travail. Donc, voilà, c'est vraiment cette étape-là, je dirais, une étape importante parce que ça joue sur comment on va démarrer par la suite, comment on va continuer la suite et pour les autres cycles de formation, comment on va fonctionner. Voilà. Eh ben, merci Oda. Donc, on arrive à la fin effectivement de ces étapes. Alors, vous allez peut-être ressortir en vous disant, oh là là, mais finalement, elles nous ont un petit peu bassiné avec leur KPI tout au long. Mais c'est vrai que, comme on se le disait encore une fois, le Learning Success Manager, n'oubliez pas son rôle, c'est d'avoir cette vision 360 et d'emmener son projet de A à Z avec un vrai succès qui est d'avoir répondu aux enjeux.
Et donc, qui dit succès dit forcément de les avoir de manière mesurable, donc à travers des KPI, et qui dit aussi d'avoir une maîtrise des risques, d'avoir un certain nombre d'éléments qui va suivre, donc définir au démarrage, suivre pendant et analyser à la suite pour pouvoir après être relancé un nouveau cycle, etc. Donc oui, en fait, ces KPI, c'est le cœur. C'est le cœur du métier du LSM finalement. Et peut-être, du coup, il y a une petite dernière question qu'on peut se poser comme ça un petit peu à la volée, c'est est-ce qu'il y a des actions qui sont assez répétitives? Donc, il y a effectivement ces fameux KPI qu'on suit tout du long, mais au-delà de ça, il va y avoir des choses, voilà, faire des relances, il va y avoir être en communication régulière avec les différentes parties prenantes, s'assurer effectivement de la mise à jour de son dashboard, voilà, et de vérifier l'avancement du projet, etc. Toutes ces choses-là, c'est des petites choses qui sont extrêmement importantes pour checker la santé du projet, effectivement. Et donc ça nécessite, et c'est peut-être finalement notre petite conclusion à nous, c'est de se dire que finalement, le cœur du métier du LSM, c'est peut-être ce qu'on se disait, c'est bien le M, qui est de manager, de piloter, et donc pour ça d'avoir une organisation presque, j'allais dire, sans faille, et notamment d'avoir des échéances, des rendus, voilà, et s'organiser avec un planning hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, en fonction de l'ampleur du projet, bien évidemment, mais ça va être finalement un point clé, c'est ce regard 360, très organisé, voilà, une organisation sans faille, encore une fois, qui permettent d'atteindre ce succès d'un point de vue pédagogique, pour revenir sur le LSM en sens inverse. Voilà, et la boucle est bouclée. On arrive du coup, si je dis pas de bêtises, à la fin, du séminaire, enfin du webinaire, pardon, décidément. Il nous reste quelques toutes petites minutes pour répondre à vos questions. Je sais qu'on en a mis de côté quelques-unes. Alors, on n'a pas répondu à la question de Il y a déjà Nia qui était plus haut. Ouais. Comme tu veux, on fait dans le sens... On redescend. C'était concernant la communauté. Est-ce que l'outil forum est toujours efficace? Oui, pourquoi pas, en fait. L'outil forum, justement, ça permettrait que les gens viennent discuter et échanger ensemble. Après, en fonction de comment le forum est paramétré, ça peut... Et administré. Voilà, et administré, voilà, exactement. Et ça aussi, ça joue, ça a un rôle quand même. Donc... c'est comme tous les outils, finalement. Un outil, il peut être hyper efficient, comme il peut être absolument inefficace. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Donc, c'est un petit peu une réponse de Normand, mais c'est quand même la seule réponse qu'on peut apporter. Voilà, tout dépend de l'usage, tout dépend le contexte dans lequel on l'utilise, et tout dépend l'énergie qu'on met aussi à faire vivre ce forum. Et il y avait une question également de Corinne, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a passée sur quelle formation pour devenir LSM. Alors, je ne suis pas sûre, moi, d'avoir la réponse. À ma connaissance, comme c'est un métier assez nouveau, il n'y a pas de formation spécifique. Moi, si je me trompe. Non, t'as raison. C'est ma raison. Pardon. Non, vas-y. C'est surtout basé sur les compétences et l'expérience. Aujourd'hui, à ma connaissance non plus, il n'y a pas de formation dédiée à Learning Success Manager. Par contre, les gens qui ont des profils qui ont déjà fait, je vais même pas mentionner un type de métier. C'est juste pour dire, dans votre expérience, vous avez déjà eu c'est le fait de gérer des plannings ou ce genre comment dire, des étapes qu'on vous a données pour dire en fait c'est quoi les étapes pour un LSM. Si vous vous retrouvez dans ces explications, ça veut dire que vous avez déjà travaillé et que votre profil, ça peut être adapté à un métier LSM. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Question également, les sondages embêtent souvent les gens. Avez-vous des astuces pour encourager les gens à y répondre?
Alors, j'ai peut-être un exemple pour répondre à cette question, un exemple à vous partager. Donc, c'est une entreprise avec qui je travaille qui, justement, a cette difficulté-là, effectivement, et qui a du coup pris le parti, d'une part, de faire un sondage, mais vraiment très court, en quelques questions, 2-3 questions très simples, qui est directement inclus à la fin de la formation et non pas dans un sondage à part. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la dernière étape de la formation. Je parle dans des formations digitales type e-learning, là, en l'occurrence. Donc là, effectivement, à la fin du e-learning, il y a une dernière slide qui dit « Vous avez bien réussi votre formation, vous avez tout fait tout comme il faut, bravo. Je vous invite à répondre à ces 3 dernières questions. » Et donc là, tant qu'ils n'ont pas quitté, c'est déjà plus simple de récupérer les avis ayant des questions très, très courtes. Ce qui fait qu'effectivement, c'est une donnée qui permettra d'avoir du volume, mais pas forcément un niveau de précision importante. Donc, pour compenser un petit peu ça, ce qu'ils ont prévu, c'est d'identifier des petits groupes un petit peu... j'ai perdu le mot, mais un échantillon, voilà, merci. Avec notamment une dizaine de personnes qu'ils ont identifiées comme étant les talents de demain de leur entreprise et une dizaine de personnes qui sont un petit peu plus les collaborateurs, voilà, les collaborateurs du quotidien, on va dire. Et donc, du coup, ces 2 publics-là qui ont été identifiés, qui ont accepté en amont, enfin, qui ont été interrogés en amont pour jouer ce rôle-là, donc qui ont accepté sur la base du volontariat, enfin, en tout cas, qui ont accepté, donc ils sont très volontaires pour le sujet. Et là, eux, ils ont une vraie grille digne plutôt presque d'un test utilisateur, vraiment avec des questions très précises, et qui vont vraiment dans le détail et qui permet quand même d'avoir aussi de la teneur et une possibilité d'analyse derrière. Voilà, donc ça peut être une option possible, c'est pas toutes les, c'est une réponse parmi d'autres. Si on peut l'intégrer, effectivement, ça permet que les gens ils répondent rapidement, juste suite à la fin de la formation. Après, peut-être pour compléter, il y a un truc aussi qui est super important, c'est qu'aujourd'hui, une des lacunes qu'on rencontre régulièrement, et c'est vraiment pas pour casser du bois sur quelqu'un, mais souvent aujourd'hui, ces datas-là, on a du mal à les utiliser parce qu'elles sont très complexes et que ça prend du temps et que ça demande de l'énergie. Et cette boucle, ces cycles dont parlait Ouda, elles sont difficiles à mettre en place parfois. Si aujourd'hui, on s'assurait qu'à chaque fois qu'on avait des datas, qu'on en tirait quelque chose et que c'était expressément utilisé dans le cycle suivant et qu'on peut le valoriser à travers les communications en disant voilà, ce premier cycle de formation, je pense notamment aux formations réglementaires dans le bancaire par exemple, où on sait qu'il y a une récurrence tous les ans ou tous les 2 ans, ils sont obligés de refaire la même formation. Si on avait ce truc de vous avez fait la formation une première fois l'année précédente par exemple, vous nous aviez remonté tel et tel point, on vous propose une nouvelle mouture avec ces points-là d'amélioration, etc. grâce à vos feedbacks, découvrez la nouvelle version, venez voir ce que ça donne, peut-être que là on créerait un engagement et on se dit la fois d'avant je me suis un petit peu embêtée à répondre à mon sondage, mais je me rends compte que ça sert à quelque chose. Là ils seront encore plus volontaires la fois d'après. C'est bête, mais ça crée quand même une boucle positive. Voilà. Très bien, merci Florence. Donc, on a aussi le commentaire de Karine qui dit finalement, c'est un métier parallèle et complémentaire au responsable formation. Ça me fait penser au métier de data scientist de la formation, en fait, plus profil plus marketing ou data. Après, je pense que oui, je suis d'accord d'une partie parce que je pense que puisque nous, à la fin, on a surtout parlé des KPI et des data, ça vous a fait penser qu'en fait, c'est plutôt data scientist de la formation. Alors que nous, on utilise ces data pour améliorer la formation. Il ne faut pas oublier que l'objectif d'utilisation de KPI, c'est améliorer le parcours de formation pour nos utilisateurs et nos apprenants. Et ce n'est pas seulement retirer l'information et les annoncer. Oui, il y a vraiment quand même, n'oubliez pas le learning, la pédagogie et tout ça. Nous, on le fait à vocation de monter en compétence quand même des apprenants. Donc c'est comment créer
cette dynamisme, ce dynamisme, pardon, pour parler français, global, voilà, et d'amener jusqu'à l'atteinte de cette montée en compétences qui est visée, qui est souvent inclus dans les objectifs de formation. On était un peu bavarde, Isabelle, désolée. Non, mais c'est vrai qu'on a du mal à, voilà, c'est très intéressant et ça nous permet de mieux appréhender le métier de LSM et de ses différentes activités, d'en avoir une idée plus précise. Hein. C'est vrai que voilà, on en entend parler. Je pense qu'il y avait besoin aujourd'hui de cette information. Merci à vous deux. Hein, merci Florence. Merci à tous. Pour cet éclairage et puis vraiment voilà toutes ces précisions. Voilà, juste 2 mots pour terminer. Hein. Donc, comme je vous l'ai indiqué au début du webinaire, vous allez recevoir par mail le lien donc du replay du webinaire et le lien vers le petit questionnaire de satisfaction. Donc, merci donc d'y consacrer quelques minutes pour nous indiquer si vous souhaitez aller plus loin sur des thèmes, sur un approfondissement des suites. Et puis également tout autre thème que vous aimeriez voir abordé, notamment dans le cadre de notre programmation 2024. Donc, comme je vous le disais aussi en début, donc je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner donc à nos newsletters pour rester en contact avec nous. Je vous ai mis dans le chat le lien vers nos prochains événements. Donc, il y en a de spécifiques pour les organismes de formation, d'autres plus pour les informateurs. On a un cycle métier, par exemple. Et puis surtout, voilà, en fin d'année, donc nous aurons le Forum de l'innovation, donc sur 15 jours, avec toute une série d'événements. Un événement donc de démarrage donc le 1er décembre et un de clôture le 19 décembre. Et puis donc grâce aux abonnements à notre lettre d'information, vous aurez donc toutes les informations et les précisions. Voilà, il me reste vraiment à vous remercier. Merci de votre attention. Merci encore Florence et Oda. Avec plaisir, merci à vous. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt sur des prochains webinaires. Au revoir à vous. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.